Merci Paul, c'est très sympa. Donc je vais effectivement, je suis Grégory Lamotte et ce soir donc, je vais poser des questions à Corinne. Donc je vais amorcer la pompe des questions, donc n'hésitez pas à commencer à réfléchir à quelles questions vous pourrez poser à Corinne. Donc je vais la présenter rapidement. Alors Corinne, en fait, quand j'ai préparé effectivement ton introduction, j'ai pensé à un proverbe taoïste qui parle de l'eau. L'eau, il n'y a rien de plus faible, il n'y a rien de plus souple, et pourtant ça arrive à détruire des blocs de granit, comme du beurre. Et donc, ça m'a fait penser à toi, parce qu'effectivement, quand on est en face de l'administration, parce que tu as écrit un livre sur On ne peut rien faire, Madame la Ministre, parce que Corinne a été ministre de l'écologie, elle a vu la différence qu'il y a entre les idées qu'on peut avoir quand on fait une campagne et quand on arrive au ministère, qu'on veut faire bouger les choses, faire ce qu'on a dit, et ben on voit que c'est pas si simple et qu'il y a plein d'obstructions. Il y a une bureaucratie qui est là, qui bloque pas mal l'initiative et qui est très très difficile à contourner et à faire sortir de ses habitudes. Et aujourd'hui, l'écologie, donc Corinne elle a fait rentrer l'écologie dans le droit. Aujourd'hui, c'est grâce au gros combat qu'elle a mené contre des mammouths, des groupes énormes qui ne comprenaient pas pourquoi ils devaient changer leur manière de faire. Elle les a poussés dans leur retranchement et elle a eu des victoires qui ont été très importante, qui a permis de faire changer les lignes. Maintenant, l'écologie est rentrée dans le droit, est rentrée dans les tribunaux et dans les conseils d'administration. Parce qu'effectivement, ce soir, il y a beaucoup d'entreprises, et effectivement, l'écologie a fait un sacré chemin à travers tous ces mouvements. Donc, Corinne a eu un ensemble de combats, et ce soir, on va lui poser quelques petites questions pour qu'elle nous aide, toutes les petites gouttes d'eau qu'il y a dans la salle, là, pour voir comment agir. On n'est pas impuissants, on est des petites gouttes d'eau, mais on est ensemble, on est vraiment capable de pouvoir atteindre des blocs qui sont très, très durs. Et par où passer, par où agir, et comment faire que, à la fin, ça fasse une vague et que ça puisse effectivement changer ce conservatisme qui nous embête actuellement dans l'énergie. Donc, je réponds avec ça. Oui, tu réponds. Alors, non, je vais passer le micro. Ah bon, d'accord. Vas-y. Alors, si tu veux dire un petit mot. Non, mais vas-y. Première question, après t'avoir introduit, on va parler de la PPE. Donc, la PPE, tout le monde en a entendu parler, mais est-ce que c'est un outil bureaucratique ou c'est une véritable manière de focaliser les énergies pour la transition énergétique? Merci de la question, Grégory. D'abord, merci à vous tous. Je disais à Grégory que j'étais très impressionnée d'être là ce soir parce que je pourrais être votre grand-mère très facilement. Donc c'est très agréable pour moi d'être avec des jeunes. C'est plein d'espoir, c'est plein d'optimisme. Et vous verrez quand vous serez beaucoup plus vieux que la transmission, c'est quelque chose de très important. L'expérience des uns ne sert jamais aux autres, il ne faut pas se faire d'illusions. Mais par contre, une certaine transmission, ça peut être utile. Alors c'est vrai, ça fait maintenant plus de 20 ans que j'essaye de défendre les énergies renouvelables. D'abord l'éolien, parce que c'est par l'éolien qu'on a commencé, et puis le solaire. Et je me suis heurtée toujours au même, en réalité, c'est-à-dire, je vais dire les choses clairement, moi je suis quelqu'un qui est assez carré et qui n'est pas trop la langue de bois, parce que je m'en fous, honnêtement, que personne ne me fait peur. À mon âge, je m'en fous. Donc, je dis les choses comme je les sens. On peut n'être pas d'accord. Par contre, je suis très démocrate et j'admets tout à fait des avis qui ne sont pas du tout les miens, mais donc je vais vous donner le mien, puisque vous avez la gentillesse de me le demander. Derrière tout ça, c'est quoi? C'est le lobby nucléaire. C'est pas compliqué, ça porte un nom, on sait ce que c'est. J'ai écrit il y a une bonne dizaine d'années un bouquin qui s'appelait L'État nucléaire, pour expliquer qu'en fait, il n'y avait pas de lobby nucléaire en France, que le lobby nucléaire, c'était l'État. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Contre quoi vous vous battez? Ce n'est pas le lobby de la chimie ou de la grosse semence. Bon, c'est des gens assez puissants. Je me suis beaucoup bagarrée dans ma vie contre eux, mais ce n'est pas de la même envergure. Là, c'est toutes les structures de l'État qui sont à défendre quelque chose qui, en plus, est de l'ordre, comment dire, ça dépasse de beaucoup la question énergétique, économique, etc. C'est de l'ordre de la croyance dans ce qu'est la France. Et c'est beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire que c'est des gens qui rêvent de ce que la France a pu être du temps de De Gaulle, que vous n'avez pas connu, que moi j'ai connu, parce que je suis née
un peu avant qu'il arrive aux affaires, mais quand même, j'ai connu cette période-là, et c'était une autre France, qui n'a rien à voir avec celle que vous connaissez aujourd'hui. Et donc, c'est des gens qui, par idéologie, pensent qu'on peut revenir à ce qu'a pu être la puissance française à ce moment-là. Parce que c'est vrai, moi je me suis battue contre le nucléaire dès le départ. Ce n'est pas un secret. Tout simplement parce que je trouve ça dangereux. C'est tout. Donc je n'ai jamais poussé sur le nucléaire. Mais force est de reconnaître que ce qu'on a fait dans les années 70, en construisant 58 réacteurs en l'espace de 15 ans, qui fonctionnent toujours aujourd'hui, sauf Fessenheim. Je ne parle pas de ceux de la graphite gaz, je parle des PWR. C'est quand même remarquable. C'est tellement remarquable qu'on n'est pas foutu de recommencer. Bon, je ne rentre pas dans les détails. Non. Voilà. Donc, nous avons, nous, un problème. Mais nos camarades d'en face ont un autre problème. Ça s'appelle l'Europe. C'est-à-dire que notre politique, et je vais répondre à ta question sur la PPE, j'y viens évidemment. Ce n'est pas pour me défiler, c'est pour y arriver. Nous sommes dans un système qui a une certaine conception de ce que doit être la transition énergétique. Cette conception, elle est arrivée après Kyoto, donc 97, Kyoto. 2003, vous avez les premiers textes qui créent le marché des quotas d'émissions et qui mettent en place quelque chose qui va devenir le 3x20, c'est-à-dire un objectif à 2020 de réduire de 20% nos émissions de gaz à effet de serre, d'avoir 20% d'énergie renouvelable et d'avoir 20% d'efficacité énergétique. Ça, c'est donc 2008 pour 2020. Ensuite, les objectifs se sont affinés au cours des années et aujourd'hui, on travaille toujours un peu dans la même logique, c'est-à-dire un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Vous savez qu'on est maintenant à 55% pour 2030 et le débat porte sur qu'est-ce qu'on fait en 2040. Est-ce que c'est 90%? C'est ce que certains voudraient, ce serait très bien, effectivement. Un objectif d'énergie renouvelable qui est de 44%. Au départ, c'était 30%, on est maintenant à 44%. Et un objectif d'efficacité énergétique qui est toujours malheureusement un peu le parent pauvre de l'histoire, mais quand même qui existe. Voilà. Alors, dans ce contexte, ça sert à quoi la PPE? Eh bien, ça sert à programmer ce que va être la trajectoire française, qui, évidemment, doit respecter la trajectoire communautaire. Et c'est là où il y a un hic. Pas pour vous, mais pour eux. C'est-à-dire qu'en réalité, le choix qui a été fait actuellement, et si tu m'y autorises, je voudrais expliquer un petit peu le pourquoi du comment, parce que je ne suis pas sûre que tout le monde ait bien pigé comment ça fonctionne. C'est ça que je voudrais vous expliquer. La France ne voulait pas, au départ, donner un objectif d'énergie renouvelable. C'est-à-dire que dans les premières projections qui ont été communiquées à l'Union européenne, pas de projection énergie renouvelable, alors que notre obligation communautaire est à 44% pour 2030. On est déjà en 2025 quand même. Et on est à 23-24%. Donc, c'est vachement loin. Bon, pourquoi ça? Parce que la France poursuit un objectif qui est de substituer à un objectif d'énergie renouvelable, qui vous intéresse tous, un objectif d'énergie décarbonée. C'est quoi l'énergie décarbonée? C'est renouvelable plus nucléaire. S'ils arrivaient à faire ça, mais je doute fort qu'ils y arrivent, mais c'est toujours dans leur tête, évidemment, vous pourriez avoir à ce moment-là les 3/4 d'efforts sur le nucléaire et le reste en énergie renouvelable. Sauf que le nucléaire, on l'a déjà. Par conséquent, si on veut réduire nos émissions de gaz à effet de serre, il faut bien le faire avec autre chose. Puisque le nucléaire, il plafonne. Je parle du vieux, ce qu'on appelle le vieux nucléaire, celui qui est amorti, celui qui a 30 ans, 40 ans, 50 ans, ils espèrent 80, et puis pourquoi se passe 150 ans pendant qu'on y est? Il ne faut quand même pas oublier que c'est des réacteurs qui ont été conçus pour 30 ans. Donc les réacteurs, c'est comme moi, ça vieillit. Voilà. Donc, il y a un souci. Ça n'a pas marché. Donc maintenant, ils sont en train d'essayer de voir comment ils peuvent faire
pour avoir un objectif ENR et un objectif nucléaire. Sauf que, au niveau français, franco-français, de ce qui est discuté actuellement, et on en revient donc à la PPE, l'objectif là, mais qui visiblement a changé entre le Sénat et l'Assemblée nationale, c'était de ne donner un objectif que pour le nucléaire. Donc, 3 paires de réacteurs, c'est-à-dire 6 réacteurs, 2 à Penly, 2 à Gravelines, 2 au Bugey, 8 derrière, sauf que ces réacteurs-là, ils vont être prêts, allez, on nous dit 2038, tu parles. Si on arrive à 2045, moi je ne serai peut-être pas là pour le voir probablement, mais vous le verrez, si c'est fait en 2045, on aura du bol. Pourquoi ? Parce qu'on n'a plus du tout la compétence qu'on avait dans les années 70, parce que les gens ils sont partis à la retraite, qu'ils n'ont pas transmis leur savoir-faire et qu'on n'a plus les équipes qu'il faut. Vous ajoutez à ça le fait que pour gagner de l'argent, EDF a fait énormément de sous-traitance. Ça avait beaucoup d'avantages parce que le droit du travail n'est pas le même, le contrôle de la santé des gens n'est pas le même. Enfin bref, il y avait beaucoup d'avantages et ça permettait de gagner pas mal d'argent. Bon. Donc on a beaucoup de mal à réaliser nos EPR. Et deuxième difficulté, c'est que en l'état actuel, on ne sait pas comment on le finance. Pour ceux que ça intéresse, il y a un rapport de la Cour des comptes qui date d'à peu près 1 mois et demi. Je vais redire un autre mot sur la Cour des comptes, d'ailleurs, qui date d'aujourd'hui. Donc, je suis en plein dans l'actualité. Un rapport de la Cour des comptes, il y a à peu près 1 mois et demi, qui dit, les gars, avant d'investir, 2 petites questions. Ça coûte combien ? Comment vous financez ? Tant que vous ne savez pas combien ça coûte et comment vous financez, vous ne faites pas. Sauf que, il faut quand même. C'est-à-dire que les premiers coups de pioche ont été donnés à Penly. Moi, j'accompagne les Suisses pour le budget, la ville de Genève, qui n'en veut pas parce qu'elle est à côté. La CNDP, la Commission nationale du débat public, et tous les débats qu'on a eus, les commissaires sont furieux parce qu'il n'y a aucun élément chiffré. C'est-à-dire qu'on est toujours sur un coût de 57 milliards pour les 6 réacteurs, qui était le coût d'il y a 2 ans, qui est monté ensuite à 69, et la Cour des comptes dit non, c'est 100. Et c'est des coûts overnight. Ça veut dire quoi des coûts overnight ? Ça veut dire des coûts qui n'intègrent pas les frais financiers. Pourquoi ? Parce que les frais financiers, c'est vous et moi qui allons les payer. C'est-à-dire que ça va être du prêt à taux zéro. Et du prêt à taux zéro, comme la France, elle n'emprunte pas à zéro, et qu'elle emprunte assez cher maintenant, que ça va être de plus en plus cher, c'est vous et moi qui allons payer la différence, auquel s'ajoutera des prêts bonifiés. Donc certains ont calculé qu'en fait le coût pour le contribuable sera de l'ordre de 100 milliards. Pas 200, mais 100 milliards. C'est-à-dire on est à 200 milliards. C'est des coûts de revient qui sont astronomiques et avec une difficulté financière qui est que non seulement on a nos propres réacteurs à construire, on a nos vieux réacteurs à réparer, et en plus, on s'est engagé avec l'Angleterre sur le projet d'Hinkley Point, qui est en train de nous coûter les yeux de la tête, parce que, 1, il y a 5 ans de retard, 2, on était en partenariat avec les Chinois qui ont lâché l'affaire, et on a été pleurer chez les Anglais en disant « Soyez sympas, prenez un peu la part des Chinois ». Les Anglais ont dit « Vous avez un contrat, vous démerdez avec ». Donc, c'est pour nos pieds à nous. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça ? Parce qu'on est en train, le Parlement, en fait, la majorité parlementaire et le gouvernement et le président de la République sont en train de foncer bille en tête sur ce système de nucléaire. Sauf que ça nous pose un problème à nous pour les renouvelables. Pourquoi ? C'est simple à comprendre. Pour justifier la réalisation de 6 réacteurs, EDF a présenté des courbes de consommation surbuildées, surgonflées, complètement fausses. Parce qu'en fait, la consommation électrique bouge assez peu. Il y a une petite électrification des usages, oui, mais qui est compensée par des efforts d'efficacité. Donc, notre consommation,
elle est soit en régression, soit en stagnation. Mais on est vachement loin des courbes qui justifiaient le nucléaire. Or, comme ils veulent faire le nucléaire, ils disent, attendez les gars, on n'a pas besoin du renouvelable. Parce que, vu les besoins de consommation, on a largement ce qu'il faut avec notre nucléaire. Et puis, par-dessus le marché, on a des prix négatifs. À faire des prix négatifs. On a des prix négatifs. Et donc, comme il y a des prix négatifs, vous comprenez bien que ce n'est pas acceptable et que donc, qu'est-ce qui est le plus pilotable, entre guillemets? Évidemment, c'est le renouvelable. Donc, on va en faire moins parce qu'on n'en a pas besoin. Et donc, depuis à peu près 1 an, on assiste à une opération très orchestrée de brimades successifs sur le renouvelable. Alors, on l'a vu avec l'arrêté de mars 2025, arrêté 21. On le voit avec le débat sur les assises pour l'autoconsommation collective. Vous savez tout ça beaucoup mieux que moi, vous êtes des professionnels du domaine. On le voit avec la suppression de l'obligation des ombrières ou de leur réduction et des toitures. On le voit avec des mesures totalement débiles, à mon sens, sur l'agrivoltaïsme, parce que s'il y a un truc qui est quand même assez win-win, c'est quand même l'agrivoltaïsme. Sauf qu'il y a des propositions de loi qui veulent le réduire, pas plus de temps d'hectares, pas plus de machin. C'est complètement stupide. Et c'est contre les agriculteurs, d'ailleurs, qui ne sont pas d'accord avec ça. Mais l'idée est toujours la même. C'est quoi? Leur grande trouille, et j'en reviens à la PPE, c'est que la France s'électrise, si je puis dire, avec le renouvelable, et en particulier le solaire. Parce que c'est vrai que l'éolien n'a pas forcément une très bonne presse auprès des gens. Même si les sondages récents qui sont parus, qu'a publié ENR pour tous, montrent que ce n'est pas tellement vrai et que les gens ne se plaignent pas en réalité tellement des éoliennes. Mais enfin, le solaire est quand même beaucoup mieux perçu. Donc leur trouille, c'est quoi? C'est qu'on s'équipe tous de nos petits panneaux solaires, qu'on ait nos petites batteries, que les entreprises s'autonomisent, parce qu'évidemment les contrats que propose EDF, c'est des prix exorbitants, et que dans 10 ans, on dise attendez les gars, le nucléaire, mais pour faire quoi? On n'a plus besoin. Or, eux, ils veulent leur nucléaire. Et le problème, il est là. Alors, ce que je disais à Grégory, à mon sens, la bonne nouvelle, vous allez me dire que je suis une grande optimiste, c'est que leur truc va foirer. Il va foirer pour une raison très simple, c'est que ce n'est pas rentable. C'est pas rentable. Le renouvelable est rentable, le nucléaire n'est plus rentable. Et du reste, les pays qui aujourd'hui font du nucléaire, c'est la Chine et la Russie. Pourquoi? Parce que c'est eux qui payent. Mais aux États-Unis, où Trump dit on va relancer le nucléaire, il relance que dalle, parce qu'aux États-Unis, c'est privé, qu'il n'y a pas une entreprise d'assurance qui accepte de couvrir le risque nucléaire, et par conséquent, personne ne veut en faire. Ce n'est pas vrai. Voilà. Quant un petit mot sur les SMR, dont on parle beaucoup, peut-être, pourquoi pas, on en fera peut-être, certainement pas pour 2030, peut-être 2035. Quelle est la technologie qui va percer? On n'en sait rien. Quand on lit les rapports de l'IRSN sur le sujet, on voit qu'il y a quand même des gros problèmes de sûreté sur ces petits SMR, même s'ils sont plus petits que les centrales nucléaires, il y a quand même des problèmes de sûreté qui se posent, et des problèmes de rentabilité, puisque les deux projets les plus avancés, celui d'EDF en France et un projet américain, les deux se sont arrêtés, faute de rentabilité. Alors, je ne dis pas qu'on n'en fera pas, j'en sais rien, c'est possible qu'on en fasse. Puis il y a des solutions, par exemple, le sel fondu, ce n'est pas inintéressant, ça bouffe les déchets radioactifs, dont la Cour des comptes parle aujourd'hui même en disant qu'on ne sait plus où les coller. Ça, ce n'est pas une nouvelle, mais ça pose quand même un sérieux problème d'en faire une nouvelle centrale nucléaire avec des déchets nouveaux qu'on va mettre où, on n'en sait fichtrement rien. Donc, il peut y avoir des trucs qui ne sont pas inintéressants. Je veux dire, c'est pour quand? Or, nous, les Français, on fait quoi entre 2025 et 2035? Or, la PPE, c'est précisément ce débat-là. C'est-à-dire, quels objectifs on se met pour 2030 et 2035 en termes de solaire, en termes de géothermie, en termes de renouvelables en général, en termes de nucléaire, quelle part on laisse au pétrole, c'est tout ça, la PPE.
Donc vous voyez, c'est extrêmement important parce que derrière, ben, vous avez tous les projets qui soit sont soutenus, soit ne le sont pas, soit sont aidés, soit ne le sont pas, des règles juridiques qui sont faites soit pour favoriser, soit pour enquiquiner tout le monde, avec soi-disant je m'arrête là parce que je suis trop longue, soi-disant une loi sur les énergies, faciliter les énergies renouvelables, dont nous savons tous qu'elles ont facilité rien du tout. Voilà. Avec un sujet qui est important sur le plan juridique, qui pour moi, le droit est quand même un levier extrêmement intéressant, c'est de savoir si dans le code de l'énergie, on met un chiffre ou pas. Pourquoi est-ce que c'est très important? Parce que s'il y a un chiffre dans le code de l'énergie, il est contraignant. Et s'il n'y a pas de chiffre, il ne l'est pas. C'est pour ça que l'État se bat pour faire sauter le chiffre de 30% qui existait. Et si on avait 30% en 2030, ce serait déjà bien, même si c'est très loin des 44, parce qu'on n'y est pas du tout. Parce que là, il y a une contrainte qui peut s'exercer. Sauf que, à mon sens, ça ne sert pas à grand-chose, leur combat sur les 30%, parce que la vraie vie, c'est les 44% communautaires, et la Commission européenne, elle va nous envoyer devant la Cour de justice, parce qu'on n'est pas dans les clous. La Cour de justice, qu'est-ce qu'elle va faire? Ben, la Cour de justice, elle va nous condamner. Alors, ça va prendre du temps, malheureusement. Mais il y a un truc très intéressant à savoir, c'est que quand la Cour de justice condamne, il y a d'abord une indemnité parce que vous n'avez pas fait votre job, et ensuite, généralement, il y a une astreinte. Tout le monde sait ce que c'est une astreinte. C'est si vous ne payez pas avant telle date, c'est tant par jour ou tant par mois. Mais ce qui est très intéressant au niveau communautaire, c'est que la Commission, elle se sert directement dans notre caisse. C'est-à-dire, c'est ça qui est efficace, c'est-à-dire qu'elle n'a pas demandé aux Français de payer. Elle dit, vous les Français, vous avez le droit à 150 millions, et bien vous n'en aurez que 80, parce qu'il y en a 70 qui sont pour nous, donc on vous les retire. Voilà. Ok, merci Corinne. Il y a un monsieur qui veut poser une question. Ouais, je voudrais un peu faire l'avocat du diable parce que de notre balance commerciale, finalement, tout ce qu'on met, ça vient d'Asie et aujourd'hui, finalement, c'est pas bon pour la balance commerciale. Et on pourrait défendre notre industrie en disant au moins c'est en France que ça se fait. Ouais. Alors, le micro, je crois qu'il marche plus. Sauf que l'uranium, on l'achète avec de plus en plus de difficultés, parce que au passage, on l'a acheté au Niger et au Mali, où on s'est fait jeter comme des malpropres, comme vous savez, merci. On l'achète au Kazakhstan, qui dépend légèrement de Rosatom et de la Russie, pas beaucoup, mais un peu quand même. Nos déchets, on les envoie en Russie pour être recyclés, parce que sinon c'est des déchets. Si c'est des déchets, il faut les provisionner et ça plombe les comptes d'EDF. Donc il ne le faut pas. Donc en fait, le nucléaire est très dépendant de la Russie. C'est pas sympa d'être dépendant de la Chine, je suis d'accord avec vous. Mais dans nos panneaux, alors Grégory et tous les autres, vous savez mieux que moi quelle est la part du panneau. C'est 15%. Oui, c'est 15% du prix du projet. Ouais. Voilà. Tandis que quand vous avez la phase amont, c'est-à-dire l'uranium, et la phase aval, c'est-à-dire les déchets qui dépendent de la Russie, sans compter que le système Westinghouse, certes, on a la licence, mais on dépend quand même encore un peu des États-Unis. Ouais. Après, là, on parle des CAPEX, alors que le nucléaire, c'est plutôt l'OPEX. Ouais, je veux bien. Alors, si on devait faire plus positif, est-ce que vous voyez une industrie du solaire? Bah non, du coup, l'État ne veut pas, donc il n'y aura pas d'industrie du solaire. Écoutez, monsieur, je vais vous dire, moi je travaille avec des fonds d'investissement. Ce qui me désole, c'est que ces fonds me disent tous, on ne met plus un rond en France parce que c'est trop compliqué. Et ils investissent dans toute l'Europe. La part du renouvelable en Europe actuellement, elle est à 47%. C'est-à-dire, vous avez les chiffres qui sont sortis ces jours-ci, on est en passe d'atteindre nos objectifs en 2030 et de 55% de réduction des émissions de gaz à effet de serre, je parle à l'échelle européenne, hein, et de 45% de renouvelables, sauf nous. Voilà. Bon, mais ce n'est pas une raison pour ne pas se battre. Ce n'est pas une raison pour ne pas se battre. Parce que ce que je veux vous dire, c'est que vous représentez, un, l'avenir et deux, la rationalité. Le choix nucléaire n'est aujourd'hui pas rationnel, tout simplement. Il n'est pas rationnel. Le renouvelable est rationnel. C'est ce que fait le monde entier. Alors, ce n'est pas parce que la Chine
fait 8% ou 7% de nucléaire, qu'il faut s'arrêter en route. La Chine, c'est le champion du monde de renouvelables, bien plus que nous. Hein. Je ne parle pas seulement dans la production, mais dans la consommation. Bon. Donc, le choix rationnel, c'est celui-là. Donc, on va finir par gagner, parce que votre prix de revient de votre kilowattheure, il n'a rien à voir avec le prix de revient du kilowattheure nucléaire, du nouveau nucléaire, et de l'ancien, si on comptait convenablement. C'est-à-dire qu'on intégrait dans le prix, ce qu'on ne fait pas aujourd'hui, quand on dit c'est 4 centimes du kilowattheure, mon œil, pour la Cour des comptes, c'est déjà 7 centimes si on intègre la question des déchets. Quant à la question des démantèlements, qu'on n'est pas foutu capable de faire en l'état actuel des choses, on a commencé à démanteler un peu Creil-Smallville. Il y a un démantèlement de Brénilis qui a commencé en 1984. On n'a pas fini. Et on est déjà à un coût qui est 4 fois supérieur. Quant aux déchets, le jour où on va intégrer le prix de CIGEO, où on est en prévision à 35 milliards d'euros, au départ c'était 15, on est déjà à 35, et on n'a pas commencé. Donc ça ne sera pas 35, ça va être 50. Donc il va bien l'intégrer quelque part. Donc si vous voulez, il faut se battre, d'abord parce qu'on est dans la logique européenne, et qu'il n'y a pas de raison qu'on soit éternellement à la traîne. La deuxième, c'est parce que c'est le bon sens. Comment voulez-vous réindustrialiser la France, puisque c'est le grand enjeu, avec un coût énergétique très élevé? C'est impossible. Ça ne marche pas. Alors, M. Raymond, il a sauté parce qu'il a essayé de faire payer le prix aux grands industriels qui sont allés pleurer à Matignon, à l'Élysée, en disant « mais c'est pas possible, il nous fait payer un prix astronomique ». Non, il s'est simplement payé le vrai prix. C'est tout. Nucléaire, le prix du nucléaire. Le prix du nucléaire. Donc, une énergie nucléaire et la réindustrialisation, ce n'est pas possible, à mon avis. Okay. Merci. C'est juste pour rappeler aussi en complément de la question, c'est que sur un projet photovoltaïque, 85% de la valeur reste en France, parce que c'est fait travailler un bureau d'études, des commerciaux, des électriciens, des couvreurs. Quand vous achetez un téléphone, que vous avez tous, ou un ordinateur, combien ça crée d'emplois en France? Combien ça crée d'emplois en France, un ordinateur? 0,1%, 0,2%. Donc, c'est quand même anormal qu'on fasse le procès au photovoltaïque de faire travailler les Chinois, alors que la main-d'œuvre chinoise, c'est 6%, c'est 4% du prix du panneau, et le panneau représente moins de 10% du prix du projet. Donc, soyons rationnels. Et effectivement, on est en face de gens qui sont irrationnels, qui sont sur des croyances, et qui sortent des chiffres. Et ce qui est très important, pour compléter ce que tu viens de dire, c'est que régulièrement, Corinne est en face de journalistes qui sont perdus. Parce que le gouvernement, il dit très bien, on est en avance, très bien, on a fait tout ce qu'il fallait. Et donc, c'est difficile de contrer les journalistes qui disent mais le ministre m'a dit qu'on était en avance, tout va bien. Et s'il n'y a pas ces chiffres à lesquels on s'appuie pour montrer qu'on n'est pas du tout en avance, mais plutôt en retard, eh bien, le journaliste, il a le doute, il a la parole de Corinne d'un côté, du ministre de l'autre, il se dit bon, mais qui a raison, je ne sais pas. Bon, dans le doute, je m'abstiens et silence. Alors, ça mène la deuxième question. C'est OK, alors comment on s'organise? Effectivement, la PPE, on voit que ça traîne, c'est des combats de chapelle, mais nous, en tant qu'entreprise, en tant que citoyens, qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment essayer de faire bouger les choses dans le bon sens? Et donne-nous des exemples peut-être de ce que tu as fait. Je ne sais pas si ce que j'ai fait est un très bon exemple, mais moi je suis quelqu'un qui s'avoue jamais battu et deuxièmement qui est très tenace. C'est-à-dire quand je tiens un morceau, je ne le lâche pas. Ça, on l'a vu. Voilà. Donc, premièrement, je pense que ce qui est très important, c'est de vous organiser. Il faut se rendre compte que depuis 5 ans, on a fait l'objet d'un lavage de cerveau, enfin la population française, sur le nucléaire, absolument incroyable. Mais vraiment du lavage de cerveau. Avec un certain nombre de gens extrêmement médiatisés, je pense à Jean Covici, oui. Mais pas que. Il n'est pas là ce soir, non? Il n'est pas là. Ça serait sympa qu'il vienne. Il a toujours refusé les débats. On lui a proposé 10 fois de débattre de manière polie et argumentée. Non. Et il déteste argumenter contre des gens qui ont la technicité. Il préfère débattre contre des gens qui n'y connaissent rien, parce que c'est tellement facile. Tu as fait Polytechnique? Non. Bon, tu ne peux pas débattre avec... T'es pas moi non plus, donc je ne suis pas compétente pour débattre avec M. Jean Covici. Il faut être polytechnicien. Sinon, c'est pas la peine. Est-ce qu'il y a des polytechniciens à la salle qui peuvent débattre avec Jean Covici? Voilà. Et pas les femmes. Pas les femmes. Alors, voilà. Un homme. Bon. Il est rouge. Bon. OK. Donc, si vous voulez, il y a eu un lavage
un lavage de cerveau incroyable sur le mode c'est une énergie qui nous rend indépendants. C'est pas vrai. Dire en Allemagne, le nucléaire n'a jamais été compris dans les énergies indépendantes, enfin celles qui revenaient de l'Allemagne. C'est pas vrai. Bon. Ensuite, c'est le savoir-faire français, on est les meilleurs du monde. Ah ben oui, c'est pour ça qu'on n'a pas vendu un EPR. Et pour cause, qui voulez-vous qui achète un truc qu'on n'est pas capable de construire? Alors, on est en train de se battre contre les Tchèques parce qu'ils n'ont pas choisi l'EPR, mais c'est totalement ridicule. Hein. Bon. Ensuite, c'est la fierté française. Ensuite, c'est on en a besoin. Alors, c'est très intéressant parce que vous avez l'ADEME comme RTE qui ont fait des scénarios différents avec plus ou moins de nucléaire et avec des scénarios zéro nucléaire en 2050. Ceux-là, ils ont été balayés. Et en fait, le gouvernement et une partie du Parlement n'ont retenu que le scénario le plus nucléarisé. Donc, si vous voulez, il y a un biais. Ensuite, sur la comparaison des coûts, RTE a fait quelque chose qui intellectuellement est quand même très discutable, c'est de considérer que le prix de l'argent était le même pour le nucléaire et pour le renouvelable, ce qui n'est pas vrai du tout. Et la meilleure preuve en est, c'est que le nucléaire est financé par l'État, parce que précisément personne ne veut le financer. Parce qu'il y a trop de risques. Bien entendu. Parce que le nucléaire, vous savez que ce n'est pas assuré. Il n'y a pas d'assurance. C'est nous qui assurons avec nos impôts, quoi. Enfin, c'est ça. Que demain, s'il y a un problème, il n'y a pas d'assurance, c'est nous qui payons. Il n'y a pas d'assurance. – L'assurance, c'est 1,5 milliard d'euros. Autrement dit, des clopinettes. Un accident pétrolier comme ceux que j'ai vécu de l'Erika ou autres, c'est 7 à 10 milliards. Les chiffrages qu'a pu faire l'ASN ou l'IRSN dans le temps d'un accident nucléaire, c'est entre 200 et 4 000 milliards d'euros. Donc 1,5 milliard, c'est que dalle. On est un pays de tourisme, de vin, d'alimentation. Je vous laisse imaginer ce que pourrait être un accident nucléaire en France. Sur le plan économique, hein, je parle simplement. Donc, tout ça pour dire qu'il faut reprendre la main. Alors, reprendre la main comment? D'abord, je pense que le fait que des jeunes comme vous, des jeunes entrepreneurs, montent leur boîte, se fassent connaître, utilisent les moyens qui sont ceux de votre génération pour se faire connaître, c'est extrêmement important. Il faut que vous parliez d'abord aux gens de votre génération. Ensuite, vous passerez aux vieux après. Commencez par les jeunes générations pour qu'ils aient la tête un peu nettoyée. Ça, c'est non, mais je rigole pas. Deuxièmement, il faut que vous représentiez une force économique. Alors, il y a des organisations qui existent aujourd'hui pour le renouvelable. Le seul problème, et il y a des gens très bien, moi j'aime beaucoup Jules Nissen, je te le disais tout à l'heure, je trouve que c'est un type très bien, sauf qu'il est pieds et poings liés, parce qu'il a dans son conseil d'administration EDF, alors vous allez me dire, il y a EDF Énergie Nouvelle, renouvelable, ouais c'est 1%, et il faut de renouvelable partout sauf en France. Donc, voilà. C'est vrai, hein, ce que je vous dis. Donc, ils ne peuvent pas s'opposer. Alors, c'est la raison pour laquelle, avec mon ami Grégory, il y a 2-3 ans, on a dit il y en a ras-le-bol, il faut faire quelque chose. C'est peut-être de ça dont tu voulais que je parle. Oui, entre autres. Voilà. Et puis aussi, on a dit il faut faire quelque chose, puis on va parler de votre organisation. Il faut faire quelque chose. Et donc, on s'est dit on va monter une association qui va s'appeler Énergie renouvelable pour tous, ENR pour tous. Vous connaissez peut-être aujourd'hui, qui est une association qui a très bien progressé, dans laquelle ils font, parce que moi je les défends, mais en dehors de ça, c'est eux qui font le boulot, ils font un boulot d'expertise qui est quand même tout à fait remarquable. Et on n'a pas peur. Personne ne nous fait peur. Et donc, progressivement, ENR pour tous monte en gamme et en notoriété, parce que c'est une voix discordante, mais experte sur le sujet. Ensuite, vous avez des organisations professionnelles autres. Peut-être vous pourriez en parler mieux que moi. Alors, le micro ne marche plus. Hein. Vraiment désolé pour... Parle fort. Viens ici, et puis... Tiens. Bonjour. Par contre, pour te voir... Ah, merci. On va s'organiser. Ce sera sur le... justement tes cheveux, je sais pas.
Ça passe. Je ne sais pas si ça fonctionne. C'est bon, c'est bon. Je vais parler fort sinon. Moi je représente effectivement, donc Farine de Brabander, je représente le collectif de défense du photovoltaïque français pour laquelle je suis donc porte-parole. Et effectivement, on s'est rapprochés ces dernières semaines, tant du cabinet Huglot-Lepage et donc de Corinne elle-même, puisqu'on a déposé il y a peu, parce que nous aussi, et juste après je vais aussi parler de l'autre côté, nous non plus, on n'a pas peur, étant donné que c'est un regroupement qui s'est fait, un collectif qui s'est fait dans l'urgence avec beaucoup de TPE, PME majoritairement, mais aussi beaucoup d'autres acteurs qui jusqu'ici n'étaient pas représentés par nos syndicats, qui effectivement, je vous le confirme, pour avoir été autour de la table et en face de la DGEC, l'administration, ne peuvent pas, c'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est qu'ils ne peuvent pas forcément avoir la même liberté d'expression et aller aussi loin dans leurs actions, parce que il y a d'autres sujets derrière qui les retiennent. Nous, finalement, qu'est-ce qui nous retient ? On n'a pas derrière les pieds et mains liés avec des intérêts économiques. Dans nos statuts, il n'y a pas marqué qu'on ne représentait que nos adhérents en fonction de la proportion de nos cotisations. On est là pour le développement de la filière, donc c'est ce qu'on a fait. On a déposé 2 recours en justice. Il y a peu, qui pour le moment, on a laissé un peu hors des radars pour communiquer plus tard, de manière à communiquer pendant le timing de la PPE, dont on est en train de parler. Mais ils sont déposés pour pouvoir aller allumer un voyant rouge, non pas de manière idéologique, non pas contre l'État, parce que on se tient très loin du côté du CDPF des discours qui entretiennent la guerre ENR et nucléaire. On pense qu'il faut un mix énergétique et qu'effectivement, nous-mêmes, si on est rationnel, on saura montrer que c'est le solaire, de manière globale, qui est le plus intéressant, pour des tas de raisons qui ont été évoquées. Aujourd'hui, on s'est dit qu'il fallait effectivement se rapprocher. On se rapproche volontairement de différents acteurs pour pouvoir aller en nombre, à nouveau autour de la table des négociations, en face de l'administration. On n'a pas forcément une oreille attentive et du coup, il va falloir aller un peu plus loin et un peu plus fort. Il y a l'Europe derrière, sur laquelle on pourrait s'appuyer, qui fait un rôle à la fois de régulateur et de contrôle, qui est censé aller vérifier que, en tout cas, l'État remplit ses objectifs. Mais au-delà de ça, le changement, en fait, on en a déjà parlé à la dernière Suntech aussi, mais il vient de tous les acteurs qui sont ici. Et donc, c'est pas un discours aujourd'hui idéologique ou voilà, qui doit fracturer, qu'on tient. Je retiens le mot rationnel. C'est un discours qui est rationnel. En réalité, il est vrai qu'autour de la table, on a une administration qui n'a pas encore vraiment conscience des enjeux, des impacts, qui écoute en fait des interlocuteurs qui, depuis des années, ils pensent être des interlocuteurs fiables. Ils n'ouvrent pas tous les onglets. Ils regardent l'onglet des coûts, mais pas forcément celui des recettes, pas forcément celui des emplois. On leur a rappelé maintes et maintes fois. Et en fait, tout doucement, c'est subtil, c'est millimétré, mais tout doucement, ils commencent à se rendre compte. Ils commencent doucement, là où, depuis ces dernières années, on n'a rien obtenu, aucune écoute. Ils commencent à venir nous voir et nous poser des questions. Et le simple fait de se questionner, c'est quand même quelque part le début d'une remise en question. Donc, il faut poursuivre. Je vous invite vraiment à vous intéresser aux différentes problématiques qui ici ont été listées. Celui de l'intermittence, celui de l'effacement, celui effectivement du coût de la production. Puisque même au sein de l'hémicycle, pour avoir été en contact ces dernières semaines, on a eu plusieurs sénateurs, on se rend compte qu'il y a des missives qui ont été envoyées effectivement par le lobby nucléaire, directement avec des en-têtes de l'État français, au sein de l'hémicycle, aux différents parlementaires, aux sénateurs, pour pouvoir leur expliquer que, en fait, le solaire, ça coûte cher. Hein, franchement, c'est pas la bonne idée. Et puis, on a quand même un super nucléaire qui marche très bien aujourd'hui et qu'effectivement, peut-être qu'il ira même peut-être jusqu'à 300 ans. On ne sait pas. Donc, on se rend bien compte ici qu'on est sur une génération effectivement qui n'a pas été formée, qui est vieillissante et qui reste sur des acquis qui sont aujourd'hui, disons-le, un peu, désolé, mais anciens et obsolètes. Et toutes les personnes qui sont ici aujourd'hui, je pense qu'on a tous envie de pousser une énergie qui est vertueuse et qui est la nouvelle solution. On en a parlé la dernière fois, mais face à la précarité énergétique, il y a une solution qui est vertueuse, qui est gratuite, illimitée, qui ne génère aucune pollution. Et donc, la logique, la raison, voudrait qu'effectivement, on aille la pousser. Et donc, il y a des acteurs qui sont là depuis un petit temps, qui doucement ont fait une percée subtile mais présente et qui n'ont pas peur. Et là, du coup, moi, je vous laisse effectivement en dire un peu plus. Et juste avant, je vous dis d'ailleurs, il y a dans les derniers posts qui ont été présentés, je fais instant minute pub, pour ceux qui
en ont marre de lire des tas et des tas de textes ou de nous écouter parler, il y a aussi des illustrations, des infographies aujourd'hui de Zoé Lamotte, etc., qui sont super. Donc allez les voir, ça décrypte bien, ça débunk les choses assez rapidement sur le contexte actuel et le marché. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation. C'est super, c'est très clair. Donc, juste pour compléter pour Énergie pour tous, hein, après tu pourras régir. Donc, effectivement, il y a eu un recours contre Oui, alors l'idée, c'était. Je rembobine un tout petit peu. En 2018, j'étais à une conférence dans le sud de la France, à côté du maire de Grande-Synthe, qui s'appelle Monsieur Carême, Damien Carême, qui est un copain, et il me dit qu'est-ce qu'on peut faire parce qu'il ne se passe rien sur le climat en France. Ben, je lui dis il y a un truc qu'on peut faire, je ne suis pas sûre que ça marchera, mais on peut essayer, c'est de faire un recours en responsabilité, enfin un recours contre l'État français pour carence dans les mesures à prendre dans la lutte contre le dérèglement climatique. Et puis je lui dis, comme on va se faire jeter au Conseil d'État, 9 chances sur 10, je te propose de faire le recours au nom de la commune et en ton nom personnel. Ce qui permettait d'aller à la Cour européenne des droits de l'homme. Quand vous êtes une entreprise, vous ne pouvez pas, ou une collectivité, vous ne pouvez pas aller à la CEDH. Aussitôt dit, aussitôt fait. Et donc en 2018, on lance notre procédure. On a gagné au Conseil d'État. C'est l'affaire dite Grande-Synthe, qui n'est pas finie. C'est une saga, on est à la 4e saison, où chaque fois le Conseil d'État a dit à l'État, ben, vous n'êtes pas dans les clous. Et là, ils ne vont encore pas être dans les clous. Donc la dernière fois, ils ont dit, vous n'êtes pas dans les clous, mais je ne vous donne pas d'astreinte. J'espère que cette fois-ci, on va en plus avoir une astreinte. Et donc j'ai dit à mes amis de NR pour tous, eh ben, il faut qu'on fasse la même chose pour les énergies renouvelables. Il y a les mêmes bases juridiques, c'est-à-dire un objectif qui était de 20% en 2020, qui à l'époque était de 30% dans le Code de l'énergie. On n'est pas dans les clous, on n'est pas dans la trajectoire, il faut que le Conseil d'État nous juge la même chose. Sauf que le Conseil d'État a considéré que le renouvelable, ce n'était pas un objectif contraignant. Et donc, que les 30%, ce n'était pas contraignant, et que les objectifs communautaires, ce n'était pas contraignant, parce que c'était un objectif global à l'échelle de l'Union européenne et pas un objectif par pays. Tout en jugeant que ce n'était vrai que jusqu'en 2025. C'est-à-dire qu'à partir de 2025, c'est-à-dire maintenant, il y a des objectifs par pays. Donc la même règle n'est pas applicable au niveau communautaire. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a saisi la Commission européenne pour dire, écoutez, la France n'est pas dans les clous. Et effectivement, la France a eu une mise en demeure déjà de la Commission européenne sur la question du renouvelable. Alors, on n'a pas gagné, certes, mais quand même, c'est une épée dans les reins. Et tout le débat qu'il y a aujourd'hui sur qu'est-ce qu'on met ou pas dans le Code de l'énergie, il découle de ça. C'est-à-dire contraignant ou pas contraignant. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Je voudrais juste rajouter un mot sur je ne mets pas en cause le mix énergétique. On a du nucléaire, il fonctionne. Il fonctionne pas toujours très bien, mais il fonctionne. Ça nous donne une électricité de base pas très chère, effectivement. On devrait, au lieu de faire les âneries qu'on est en train de faire avec des investissements délirants, bichonner notre vieux nucléaire pour financer la transition. C'est-à-dire financer tous les investissements dont on a besoin pour pouvoir, dans 20 ans, se passer de ce vieux nucléaire. Ce n'est pas ce qu'on fait. Ce n'est pas du tout ce qu'on fait. Parce qu'en réalité, ce qu'on appelle la rente nucléaire, qui devrait revenir à tous les citoyens français, parce que c'est quand même nos impôts qui ont financé les premières centrales nucléaires, il ne faut pas l'oublier, elle est utilisée largement pour Hinkley Point, d'une part, et pour aller investir sur de nouveaux réacteurs qui verront peut-être le jour dans 20 ans, mais à un moment où on n'en aura plus besoin. Parce que si dans 20 ans, on n'a pas résolu notre problème, on est quand même très mal. Voilà. OK. Merci Corinne. Le temps passe, toi, effectivement, tu as une contrainte dans une dizaine de minutes. Donc, est-ce que vous avez des questions que vous aimeriez poser à Corinne ? Alors, je te passe pas le micro, donc, parce qu'il ne marche plus, mais c'est symbolique si tu veux. Intelligiblement et fort. Merci beaucoup déjà, c'est hyper intéressant. J'avais une question
d'impact carbone, on parlait de l'import de l'uranium, qui est la matière première nécessaire. Dans les croyances collectives, il y a un peu cette idée que le nucléaire n'émet pas du tout de CO2. Pourtant, j'imagine qu'il y a un coût à l'import d'uranium. Est-ce que c'est pris en compte, pas pris en compte volontairement? Non, il y a un ACV, une analyse du cycle de vie du nucléaire comme pour le renouvelable. La vérité, parce que je ne suis pas là pour raconter des blagues, c'est que c'est des ACV qui sont assez comparables, en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, le nucléaire émet peu de carbone. Bon. Sauf que dans la vie, il n'y a pas que le carbone. Quand vous avez nos rivières qui sont totalement, ou nos mers plutôt, que vous voyez jusqu'au Groenland, la trace de la Hague, hein, en termes de rejet radioactif, quand vous avez des déchets, même faiblement radioactifs, dont on ne sait plus quoi faire, on dit ben, c'est pas grave, on va les mettre dans les enrobés routiers, parce qu'on ne sait plus quoi en faire. Franchement, il y a un souci, quoi. Ça me rappelle une anecdote qui remonte à il y a 20 ans. On est en 2007. À l'époque, je ne me bats pas trop pour le solaire, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, mais pour l'éolien. Et je suis invitée par un journaliste à l'Institut Montaigne, qui n'est pas un grand copain du renouvelable, comme vous le savez. Il ne l'était déjà pas à l'époque. Et donc, il me dit, il faut que tu viennes débattre. Je lui dis, avec qui? Il me dit, il y aura le président Giscard d'Estaing et Madame Lauvergeon. Je lui dis, attends, c'est quand même un peu déséquilibré ton affaire. Il dit, mais non, tu verras, Anne Lauvergeon, elle est vachement ouverte, machin, truc, machin. Bon, j'y vais. Salle de 700 personnes, blindées, les mecs. Et donc, Giscard, très anti-renouvelable, c'était le moment où on débattait de la Constitution européenne, quand même, qui commençait à dire c'est un scandale, ce ne sont que des entreprises européennes non françaises, il y a les Suédois qui s'en mettent plein les poches, à l'époque il y avait Vattenfall, c'est les Espagnols qui s'en mettent plein les poches, les Français n'ont rien du tout, on n'a aucun intérêt, la seule énergie propre, c'est le nucléaire. Là-dessus, je lui dis, Monsieur le Président de la République, certes c'est une énergie qui n'émet pas beaucoup de CO2, je ne suis pas sûre pour autant qu'on puisse dire que c'est une énergie propre. Et le gars, il me regarde comme ça, et il me dit, vous osez contredire un président de la République? J'étais un peu... J'ai pas peur, mais quand même, je dis, Monsieur le Président, jamais. Jamais, évidemment, je n'oserais contredire un président de la République. Il n'empêche que, et j'ai redit la même chose, les mecs dans la salle étaient déchaînés, mais déchaînés. Et la mantra à l'époque, c'était de dire, l'éolien, c'est affreux. C'était le début de vents de colère qui attaquaient tous les projets éoliens partout, il y en avait un, etc. Quand on aura le solaire, ça sera autre chose, c'est génial le solaire, ça posera aucun problème. Vous voyez, voilà. Je vous raconte cette anecdote pour vous dire que tout ça est une vieille histoire, c'est toujours les mêmes rengaines et c'est toujours les mêmes personnes qui sont derrière. Enfin. Okay. Merci Corinne. Est-ce que vous avez encore une autre question pour Corinne? C'est quoi votre vision du coup dans 20 ans? Parce que donc, tout le renouvelable, c'est pour la plupart des énergies intermittentes. C'est quoi votre vision du coup pour compenser le nucléaire la nuit, quand il n'y a pas de vent, quand il n'y a pas de soleil? Est-ce que c'est solution de stockage? Je pense que le stockage, d'abord, je pense qu'il faut qu'on travaille sur nos usages. Je discutais avec un de mes amis qui est de votre profession, si je puis dire, qui me disait, tu sais, tant qu'on n'aura pas mis par terre le système Earth-Creusen-Plaine, on est foutu. Et il allait plus loin, il me disait, en réalité, on devrait vendre l'électricité gratos l'été entre 11h et 16h. Ça devrait être gratuit. Comme ça, les gens feraient tout ce qu'ils ont à faire. Il me dit, c'est pas bon pour l'efficacité énergétique, je veux bien. Mais pour l'équilibre de la filière, ce serait super. Parce que les gens feraient tout ce qu'ils ont à faire entre 11h et 16h. Après ça, ils paieraient. Ce que je veux dire par là, c'est que tout ce qu'on va être capable d'inventer sur la flexibilité de la demande. Et vous avez dans la directive RED 3 beaucoup de dispositions sur ce sujet-là, c'est-à-dire la modulation des usages. Ça, c'est quelque chose de très important, sauf que les gens ne le savent pas, on ne leur a pas appris, ils ne le savent pas. Bon, deuxièmement, il y a tout le système du stockage. Alors, les batteries, le prix des batteries baisse quand même beaucoup. De 20% par an, à peu près. Ouais. Donc, aujourd'hui, quand on voit les montages, j'en vois quelques-uns, très souvent, on propose aux gens le panneau solaire et la batterie qui va avec.
Bon, c'est des petites batteries, ça permet en fait de récupérer un peu d'électricité pour le soir. Et la bonne nouvelle, à mon sens, c'est que malgré toute cette pub déferlante contre le solaire, les Français les plébiscitent de plus en plus. Parce que non seulement les sondages, et ENR pour tous, on a fait faire un, sont très positifs de la part de nos concitoyens, à hauteur de 80%, hein, pour le renouvelable et notamment le solaire, mais en plus, dans la vraie vie, malgré tous les coûts qui sont portés à la filière solaire, on voit que les gens en font de plus en plus. Pourquoi ? Ben parce qu'ils ont bien compris qu'ils vont être autonomes, qu'ils ne sont plus dépendants des variations du prix de l'électricité, et que certes, donc, il y a un investissement, mais qu'après ça, ben, ils n'ont plus d'électricité, ou très peu, quelques dizaines d'euros d'électricité à payer. Donc, moi, je suis convaincue que ça va se développer de plus en plus. Et la même chose à l'égard des entreprises. C'est-à-dire que les entreprises, aujourd'hui, elles essayent, dans la mesure du possible, d'acquérir, non pas une autonomie, je ne parle pas des électro-intensifs, hein, je parle des autres, une petite autonomie énergétique. C'est-à-dire d'avoir leur propre production qui ne va pas forcément couvrir la totalité de leurs besoins, mais au moins une grande partie. Et donc, qui va atténuer la dépendance qu'ils peuvent avoir à l'égard des prix de l'énergie, qui, eux, peuvent bouger. Et là, ça a beaucoup baissé. Qu'est-ce qui garantit que dans 6 mois ou dans 1 an, ça ne va pas repartir dans l'autre sens ? On ne le sait pas. En fait. Donc ça, c'est quand même très encourageant. Et les chiffres qui sont sortis il y a quelques jours sont quand même très optimisants, à mon sens. Comment vous voyez du coup l'équilibre dans le mix entre la production centralisée des énergies renouvelables solaires et une production qui est décentralisée sur laquelle chez Ensol C'est la très bonne question. On travaille. Parce que si les signaux prix en centralisé deviennent très favorables et qu'on a de l'électricité gratuite, les incentives individuels à investir personnellement dans son système de production. Alors, ce ne serait pas gratuit toute l'année. Ce serait gratuit quand vous avez l'été, par exemple, que vous êtes en prix négatif. Vous voyez, l'été, par exemple, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de soleil et donc on produit beaucoup. Bon, en fait, les gens du nucléaire, ils ne veulent pas de mix énergétique. C'est-à-dire qu'ils voudraient qu'on arrête là où on en est. C'est bien. C'est assez. Et le reste, on va le faire nous. C'est ça leur idée du mix énergétique. Moi, c'est un truc que je défends depuis des années, de dire il n'y a pas de place pour le développement des deux. Déjà, quand j'étais au Parlement européen il y a 15 ans, c'est déjà ce que je disais. Tout simplement parce que la consommation ne suit pas. Et que si vous aviez effectivement une explosion de la consommation, on pourrait dire ça. Mais en fait, ce n'est pas le cas. Mais, en revanche, si on veut tenir nos objectifs de réduction des émissions, on ne pourra le faire qu'avec le renouvelable, tout simplement parce qu'on ne peut pas augmenter à court terme le nucléaire. Alors certes, l'année 2022 a été une année épouvantable où on a produit 280 TWh, un truc comme ça. On est aujourd'hui à 380, on va peut-être arriver à 400, mais on n'ira pas au-delà. Et ce, jusqu'en 2040. Si tout va bien. Si tout va bien. Si tout va bien. Donc on fait quoi d'ici 2040 si on veut réduire nos émissions et électrifier les usages? Il va bien falloir trouver de l'électricité. Alors, il y a 2 solutions. Ou c'est du renouvelable ou on l'importe. Il n'y en a pas 3 solutions. Donc si on veut être autonome, puisque la souveraineté est un sujet à la mode, ben, ça ne peut être que le renouvelable. Mon point il est au sein du pool de renouvelables qui va être produit. Comment est-ce qu'on trouve un équilibre entre ce qui est produit de façon centralisée et qui envoie des signaux prix sur les factures des clients, enfin des particuliers, par rapport à un arbitrage d'investissement? Si je peux me permettre, avant, on était sur un système où le surplus était revendu à un prix forfaitaire qui était une forme de subvention. En Californie, ils avaient subventionné le revente de surplus à 30 centimes, c'est-à-dire qu'ils rachetaient à 30 centimes et ils achetaient à 30 centimes. Donc c'était le compteur qui tournait à l'envers. Donc c'est une forme de subvention qui a permis à la filière solaire de se développer en Californie. Ça coûtait 9 milliards par an à la filière, à la Californie. Ils ont arrêté du jour au lendemain, en avril 2023. Et tous les gens du solaire étaient paniqués en disant ah là, qu'est-ce qui se passe? Ils sont en train de tuer toutes les entreprises. Et pendant 2 mois, il y a eu un flottement. Et 2 mois après, ils se sont mis à mettre des batteries en complément de toutes les installations de projets et de tous les projets solaires. Et aujourd'hui, le marché du photovoltaïque en Californie est 2 fois plus grand que ce qu'il était à l'époque des subventions. Donc non seulement ils ont évité les subventions,
Mais en plus, ils ont boosté par 2 le photovoltaïque. Et aujourd'hui, ils ont installé à peu près en 4 ans, ils ont installé 19 gigawattheures. C'est ce que produisent 19 centrales nucléaires pendant 1 heure. Donc, c'est-à-dire, c'est ce que consomme à 19h, enfin la pointe de 19h. Donc, c'est une capacité qui est colossale. Et ça, ils l'ont fait avec les batteries d'il y a 3 ou 4 ans. Et il y a 4 ans, les batteries coûtaient 50% ou 60% plus cher qu'aujourd'hui. Donc, ils ont fait l'effort au moment où les batteries étaient très chères. Donc, nous, l'effort qu'on va faire dans les prochaines années, avec le prix des batteries qui est en forte baisse, qui n'a aucun matériau en contrainte dans une batterie, il n'y a rien on pourra en fabriquer 1 million de plus de fois que ce qu'on a aujourd'hui, il n'y aurait pas de contrainte environnementale sur l'extraction, sur les matières premières. Les batteries, les panneaux, on pourrait avoir un mixte panneaux solaires plus batterie, plus éolien, qui permettrait de produire toute l'année, 365 jours sur 65, à peu près à entre 50 et 70 euros le mégawattheure. Là où le nucléaire, aujourd'hui, si tout va bien, sera à 120, 130. Ce qui fait les bons jours de l'autoproduction pour des particuliers, parce que si la reine diminue, que le prix pour les particuliers augmente. Alors, ce qui va se c'est ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un complément entre le centralisé et le décentralisé. C'est ce qu'on appelle, donc, il y a eu cette phase de net metering aux États-Unis, et là, on rentre dans la période du net billing. Et là, imaginons ce bâtiment qui est équipé de panneaux solaires. Le matin, il va produire pour ses besoins. Si le réseau a besoin d'énergie, parce qu'il faut faire tourner les trains, l'industrie, il va dire « Ah, je suis prêt à acheter cher l'énergie ». À ce moment-là, le bâtiment va dire « Ah, j'ai besoin d'énergie pour mon cumulus, mais je vais d'abord l'envoyer à l'État parce que ça évitera de mettre en place des centrales à gaz ou des moyens qui sont coûteux, comme les biogaz, pour pouvoir faire du courant électrique. » Donc, le bâtiment va décider de revendre parce que le prix sera intéressant. Et 2 heures après, on peut imaginer qu'il y a du vent qui arrive en mer du Nord et les éoliennes se mettent à tourner. Il n'y a plus besoin. Le réseau dit c'est bon, moi j'ai plus besoin d'énergie. Garde ton énergie dans ton bâtiment. Et le bâtiment garde son énergie pour chauffer son eau, recharger les voitures électriques ou les véhicules électriques. Et donc il va y avoir une synchronisation naturelle par le prix. Et ça va éviter la consommation de gaz parce qu'aujourd'hui, le nucléaire, nous disent qu'il est pilotable. Il n'est pas pilotable, le nucléaire, parce qu'on ne peut pas l'arrêter. Et aujourd'hui, tout le temps, tous les week-ends, on a des moments où l'énergie a un prix négatif. S'il pouvait l'arrêter, il l'arrêterait. Mais là, il paye pour fonctionner. Et donc, alors que nous, les éoliens et les solaires, on peut les arrêter. C'est-à-dire quand vous regardez les courbes de production le week-end, il y a des moments où on arrête 9, ça me fend le cœur de voir qu'il y a 10, 15 gigas qui sont arrêtés du jour comme ça, alors qu'on pourrait très bien les mettre dans des batteries, les mettre dans des cumulus, parce que le soir, on est obligé d'allumer le gaz à 19h, parce que le nucléaire n'est pas capable de donner la puissance nécessaire pour recharger la pointe du soir. Donc aujourd'hui, les énergies renouvelables baquées avec des batteries, on peut gérer l'intermittence H24, 365 jours sur 365. L'hiver avec un peu plus de mal, mais on aura les biogaz qui seront produits toute l'année et qui serviront un peu plus l'hiver. Et l'éolien, il y a l'hydroélectricité aussi. Oui, les barrages. Et puis l'éolien a une production aussi hivernale, plus forte que l'été. Donc le binôme solaire-éolien, c'est plutôt gagnant. Voilà. Donc, très franchement, je voudrais que vous reteniez de ce que je vous ai raconté. C'est que d'abord, vous êtes dans la bonne voie. Non, mais c'est vrai, si je ne le pensais pas, je ne vous le dirais pas. Hein. Je vous le dis parce que je le crois profondément. Ça fait 20 ans que je le crois toujours. Dans la vie, vous savez, il y a des sinusoïdales. Là, on est dans un backlash environnemental. Faire le dos rond, ça va durer 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, j'en sais rien. Mais à un moment donné du temps, on va repartir dans l'autre sens. Pour une raison extrêmement simple, c'est que le dérèglement climatique, il se fout de Trump. Hein. Ce n'est pas son sujet. Donc, on va continuer à se réchauffer, et encore plus si on ne fait rien. La biodiversité, elle va continuer à pas aller bien. La santé humaine, elle va continuer à se dégrader, et à un moment donné du temps, on va dire, c'est plus possible. Et donc, on va repartir dans l'autre sens. Bien, je pense que là, on a eu un moment où il y a eu quand même une très forte pression en faveur du renouvelable et avec un décrescendo du nucléaire. On est reparti dans l'autre sens. Je pense qu'on va arriver à un principe de réalité, c'est-à-dire qu'il y a une question financière. Il va y avoir un gros problème de financement et un problème de coût. Parce que EDF, quand il va falloir qu'ils disent que ce n'est pas 50 milliards, mais 100 milliards, ça va déjà poser un problème. La Cour des comptes, elle va dire, tu finances comment? Tu as une dette de 54 milliards quand même déjà. Et deuxièmement, tes 100 milliards, tu vas les chercher où? Parce que l'État, il va
prendre les intérêts, puisque c'est de l'overnight, mais les 100 milliards, il faut bien les sortir. Tu vas les chercher où? Voilà. Livret A, ils veulent prendre le livret A. Oui, mais le livret A, ils veulent le prendre aussi pour la défense, ils veulent le prendre, on ne peut pas le prendre pour tout. Le livret A, c'est quand même fait pour faire du logement social à la base, parce qu'il y a aussi le financement de la défense qui va venir frapper le sujet. Donc voilà, je crois qu'il faut vraiment que vous soyez convaincus que vous avez raison, que vous êtes dans le sens de l'histoire, qu'il faut vous battre, que vous avez des outils pour le faire. Il existe des outils pour se battre. Et puis qu'il faut faire masse. C'est-à-dire, plus vous êtes d'entreprise, plus vous êtes de salariés derrière cette entreprise, plus vous êtes du chiffre d'affaires, plus vous êtes de l'activité économique territoriale, et plus vous allez peser. Et n'oubliez pas l'importance des territoires, c'est-à-dire là où vous êtes. Là, on est à Paris, mais sur les territoires, c'est très important. Voilà ce que je voulais le message que je voudrais vous. Merci Corinne.